Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette table ronde, au cours de laquelle nous avons le plaisir d'accueillir François Gros à l'occasion de la sortie de son livre « Croissance soutenable avec un point d'interrogation ». Et si nos déchets n'étaient pas le problème, mais la solution, point d'interrogation là aussi. Livre préfacé par Dominique Bourg et dont une postface a été écrite par Cédric Villani. Donc, merci à toi, François, d'être parmi nous aujourd'hui. On se connaît depuis un certain temps. On a eu le plaisir de publier déjà 2 articles de toi dans la revue Futurible. Ce livre arrive à un fort bon moment, puisque tout le monde commence à parler d'économie circulaire, sujet que tu connais bien pour avoir longtemps travaillé sur les déchets et le recyclage. Et puis maintenant, tu es en train de piloter la stratégie circulaire et bas carbone d'une réalisation dont tu vas nous parler, j'espère, à un moment donné, à Monaco. Je vais très vite te laisser la parole pour que tu nous expliques la teneur de ce livre. Moi, ce que j'en comprends, c'est que tu nous dis que la croissance économique est trop rapide. Elle entraîne mécaniquement un accroissement de nos prélèvements sur les matières premières qui est intenable. Donc, toute chose égale par ailleurs, on va vers un épuisement de ces matières premières. La seule manière d'éviter une telle consommation de ces matières premières, c'est d'utiliser comme entrant plutôt des matières recyclées. Mais hélas, nous n'avons pas assez de déchets, nous dis-tu, puisque nous ne sommes pas dans une société du préacheté, mais dans une société de l'accumulation. Donc, on ne produit pas assez de déchets pour fournir de la matière première, je dirais, de deuxième ordre à nos productions. Alors, quelle est la solution, alors ? Eh bien, on va y venir. Ce que je vous propose, c'est de suivre une petite présentation avec un petit support qui va nous amener le long de ce chemin, alors qui, effectivement, pour une partie, a déjà été exposé dans des articles, notamment dans Futurible, il y a quelques années. Et toute la partie, justement, du levier, qui concerne le levier qui permet de faire bouger les choses, elle est en revanche une partie entièrement nouvelle et dont je vais parler brièvement ici, enfin dans la présentation, mais en revanche autant que vous le souhaiterez au cours des échanges. Un mot avant d'engager ça, sur le projet de Monaco, effectivement. Donc, je travaille pour la société monégasque de l'électricité et du gaz actuellement à Monaco, tout en étant au principal un Lyonnais. Et ce projet, qui s'inscrit effectivement dans une stratégie qu'on a voulu à la fois circulaire et bas carbone, consiste à inventer un nouvel outil pour succéder à ce qui est aujourd'hui une usine d'incinération qui commence à être très vieille et qui va être remplacée. Et c'est un projet tout à fait singulier par les performances énergétiques, les performances environnementales et la configuration de ce projet qui peut-être préfigure quelque chose qui ressemble à une nouvelle génération, effectivement, d'objets pour la valorisation des déchets dans un contexte tout à fait particulier qui est celui de cette île administrative qui est un État enclavé dans le département des Alpes-Maritimes. Voilà, pour venir au sujet, ce que je vous propose... Excuse-moi, François, j'ai omis quelque chose d'important pour nos participants à distance, qui, s'ils rencontrent des problèmes techniques, peuvent nous le signaler par le chat, et sinon peuvent poser des questions et même voter sur l'importance qu'ils attachent à ces questions en se portant sur la rubrique questions. Excuse-moi. Et je t'en prie. En tout cas, un grand merci de m'accueillir. Je suis souvent venu à des tables rondes. Je suis très heureux d'être l'intervenant de celle-ci. Et merci pour les paroles sympas que tu as prononcées sur ce livre qui, hop, je partage maintenant. Voilà. La présentation. Je pense qu'elle fonctionne bien. Voilà. Donc, en fait, je l'ai structuré en quatre grands thèmes, en fait, et je l'ai fait volontairement assez courte, parce que je suis très bavard, et que si je la faisais longue, on n'en finirait pas, donc on va tâcher. D'ailleurs, je vais sortir ma montre pour vérifier que je suis à peu près dans les temps. Alors, tout d'abord, en fait, je nuancerai un tout petit peu quelque chose que tu as dit en introduction, Hugues. Je ne me prononce pas sur la croissance économique qui serait trop rapide ou trop lente. Je me prononce sur la croissance des consommations matérielles de notre société, en fait, et qui pourrait être découplée de la croissance économique, ce qui n'est pas mon sujet, pour être franc.
Voilà, c'est au-delà. En revanche, sur la croissance des consommations matérielles de notre société, et plus précisément des consommations de matières premières non renouvelables, donc les métaux, les minéraux qui entrent dans la construction, les plastiques aussi, qui viennent d'une matière non renouvelable, eh bien, pour tous ces matériaux-là, j'adopte complètement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, la croissance de nos consommations est trop rapide, on va le voir, et c'est là-dedans que je vais vous amener à cheminer. Alors, la première question quand même, c'est est-ce que c'est vraiment un problème, finalement, parce que l'aluminium ou le fer, c'est des composants essentiels de la croûte terrestre, donc il y en a des quantités qui dépassent l'imagination. Donc, est-ce qu'on a vraiment un sujet avec les ressources? Donc, je pense que oui, on a vraiment un sujet. Alors d'abord, on a un sujet parce que, je ne suis pas sûr qu'on ait tous conscience spontanément, ça c'est une courbe que les lecteurs anciens de Futurible ont déjà vue dans un article précédent, mais elle est toujours d'actualité, j'ai rajouté quelques années simplement, mais c'est la même courbe du coup, c'est que nos consommations sur des composants aussi essentiels de la société moderne que sont par exemple ici l'acier et le cuivre, en fait les consommations elles suivent en gros une tendance exponentielle. Alors il y a un gros ventre un moment, puis ça se calme ensuite, etc. Mais vous voyez que là, j'ai représenté en gris une fonction exponentielle à 3,5% par an de croissance continue. Et vous voyez que globalement, on a bien une tendance à 3,5% par an sur tout le XXe siècle pour les consommations de cuivre et d'acier avec des variations autour. Et puis on voit que le PIB mondial, au passage, il a fait à peu près la même chose. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un découplage dans le futur. Mais en tout cas, pour l'instant, sur ce sujet-là, qui sont ces matières premières un peu fondamentales de la société industrielle, le découplage, en tout cas, on ne le constate pas. Quand on consomme, quand on s'enrichit aussi avec du matériel. Tu constateras la raison dans ce graphique de mon erreur. Oui, là, tu mets le PIB. Oui, tout à fait. Hein, le titre du graphique, c'est le PIB. Oui. C'est clair qu'il y a une part de tertiaire là-dedans. Tout à fait. Donc, je me prononce pas sur c'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a causalité, hein, comme chacun sait. Mais donc, en tout cas, c'est sûr que cette superposition des tendances est suffisamment interpellante pour qu'on se dise qu'il y a un sujet, effectivement, et que pour l'instant, quand on s'est enrichi, en tout cas depuis la révolution industrielle, on s'est enrichi matériellement. On remarque aussi au passage que 3,5% par an, ça paraît important, mais pas non plus hallucinant, quoi, hein, et c'est quand même x30 et quelques sur un siècle. Ce qui veut dire que si on le fait sur 2 siècles, c'est x1000. Et là, on parle des consommations annuelles d'acier de la société, quoi. Là, on se dit que, OK, ça commence à être... Bon, la deuxième chose importante dont il faut prendre conscience, il y a un physicien américain qui a une leçon très connue sur les exponentielles, notamment, et qui dit la plus grande faiblesse du cerveau humain, c'est son incapacité à comprendre les exponentielles. Et c'est pas faux, c'est-à-dire que quand on raisonne intuitivement les uns et les autres, même les très forts en maths, on raisonne plutôt sans le savoir, sur des raisonnements linéaires, soit des trucs qui progressent de temps par an. Les choses qui progressent de tant de pourcents par an, on en parle tout le temps dès qu'on parle de croissance économique en particulier, et on ne se rend pas vraiment compte que comme c'est exponentiel, tant de pourcents par an, si c'est toujours à peu près le même pourcentage, ça change plein de choses. Et en particulier, il y a une contraction du temps qui est spectaculaire dans le cas des ressources. Donc quand on regarde les ressources en minerais, je parle bien des ressources, pas des réserves qui sont une grandeur qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus fluctuante. Vous voyez, dans une colonne, la deuxième colonne en partant de la gauche, j'ai exprimé pour ces quelques métaux le nombre d'années de production 2018 représentées par les ressources mondiales d'après l'US Geological Survey, qui est une des références mondiales en la matière. Donc les ressources en chrome sont évaluées à 280 fois la production 2018 de chrome, pour le fer 160 fois, pour le plomb 440, etc. Donc bref, ça va d'un siècle et demi à 4 ou 5 siècles, avec encore plus pour le lithium, mais lui, il a une telle croissance que on parle encore d'autre chose. Je l'ai mis là plus pour ne pas oublier les nouveaux matériaux importants pour l'économie numérique. Et puis j'ai indiqué aussi le taux de croissance de la décennie, je crois, 2008-2018, quand j'ai fait le graphique. Donc vous voyez qu'on est sur des taux de croissance qui souvent sont de plusieurs pourcents par an. Et en fait, ces 280 années, par exemple, pour le chrome, 6,1% par an
de taux de croissance. Si ça se poursuit dans le futur, il n'y a aucune raison que ça se poursuive dans le futur, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Vous voyez que les 280 ans deviennent 50 ans, en gros, et que donc les ressources évaluées aujourd'hui, en tout cas, on les aurait consommées si on continue au même rythme, à peu près en 2070. Et pour le fer, où les ressources telles qu'elles sont évaluées là, et clairement, il y a encore du fer après les ressources, serait de 160 fois la consommation annuelle de 2018, à 3,1% par an, c'est également aux alentours de 2070 que, en tout cas, cette masse de ressources, elle aura été consommée au lieu de ne les consommer que jusqu'à la fin du 22e siècle. Et pareil sur les autres métaux. Donc cette contraction, elle est importante. Elle est importante, parce que après ces ressources-là, il y aura encore du métal, mais on ne sait pas exactement, malgré tout, aujourd'hui, dans quelles conditions. Et donc, le panel, le International Metals Panel du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a fait des compilations très, très fouillées sur ces sujets, note que, en tout cas, jusqu'à présent, la teneur en métal des minerais qui sont exploités au cours du XXe siècle, elle a tendance à décroître au cours du temps, ce qui est logique. On va plutôt vers les gisements les moins rentables, même si on retrouve de temps en temps des gisements très rentables. Et donc, ça veut dire qu'en tout cas, au-delà de ces ressources, il y aura encore du minerai, mais clairement, probablement dans un paradigme très différent en termes d'exploitabilité, en termes de dépenses énergétiques, etc. Et ça, j'y viens dans un instant. On peut se poser aussi la question, est-ce que si jamais, parce que finalement ces notions de ressources, c'est quand même des évaluations géologiques qui évoluent aussi avec la technologie et tout ça, si on a sous-estimé cette masse de ressources dans un rapport de 1 à 2, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des milliards de tonnes dont on parle ici, avec l'effet de la croissance, vous rajoutez 20 ans à mon graphique, c'est tout. À 3 et quelques pourcents, 3,5% par an de croissance, c'est un doublement tous les 20 ans. Donc on rajoute 20 ans à chacun des histogrammes pour 3%, on rajoute peut-être 30 ans pour 2%. Bon, en gros, ça a la même physionomie, quoi. C'est-à-dire que tout ça, malgré tout, toutes ces ressources concentrées telles qu'on les connaît aujourd'hui et telles qu'on les évalue après plus d'un siècle de recherche géologique poussée un peu partout sur les 5 continents, enfin sur les 4, on va dire, on les aura consommées, en gros, d'ici la fin du siècle, au rythme actuel. Je disais il y a un instant que les ressources futures, elles sont plus compliquées à aller exploiter que les ressources actuelles. Là, par exemple, toujours dans les travaux du International Metals Panel du PNUE, là, il montre par exemple de nombreuses études qui sont consacrées, en l'occurrence, à l'énergie nécessaire à l'extraction du cuivre en fonction de la teneur en métal du minerai. Et donc, on voit que c'est inversement proportionnel et que donc ça s'envole littéralement quand la teneur en métal du minerai devient très pauvre, ce qui est logique. Il faut brasser beaucoup plus de roche pour avoir 1 kilo de métal. Si jamais la teneur est plus faible, et brasser de la roche, évidemment, ça consomme énormément d'énergie. Et les doubles flèches 1915-2010, toujours d'après le même panel d'experts, c'est en gros la fourchette de teneur des gisements exploités en 1915. Vous voyez que c'était de 1,5 à 2,5, et puis en 2010, c'est de 0,5 à 1,5. Et donc, la conclusion de ce panel d'experts, c'est de dire qu'à l'évidence, on constate en tout cas jusqu'à présent une évolution tendancielle vers des teneurs de plus en plus basses. Et évidemment, on a également sur les teneurs de plus en plus basses, de plus en plus de rejets de matériaux inertes, etc., dans les mines. Enfin bref, on a tous les autres effets environnementaux locaux qui peuvent être liés à ces consommations énergétiques. Ces consommations énergétiques, elles ne sont pas forcément toutes émettrices de gaz à effet de serre, mais enfin, dans les mines, c'est quand même largement le cas. Le PNUE souligne qu'il y a un lien, évidemment, avec les gaz à effet de serre. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en l'occurrence, vous voyez, l'estimation qui est faite par les mêmes experts des consommations énergétiques liées à l'extraction des primaires des métaux uniquement, l'extraction et la production, la transformation du métal primaire, c'est-à-dire uniquement celui qui vient des mines, pas celui qui vient du recyclage, ce serait déjà 8% des consommations énergétiques mondiales. Et dans les rapports du GIEC, on voit sur des choses tout à fait comparables sur les émissions de gaz à effet de serre, effectivement, liées à la production des métaux. Donc en fait, c'est une part considérable, et là où tout le reste de l'économie est en train de se décarboner à tour de bras, en tout cas de façon unitaire, avec évidemment des effets rebonds qui font que nos courbes globales ne varient pas beaucoup,
eh bien là, on est sur, au contraire, une activité qui est déjà considérable en termes de poids énergétique et gaz à effet de serre, et qui va en plus plutôt se dégrader en termes de performance énergétique au cours du temps, alors même que nos consommations continuent pour l'instant de croître de façon exponentielle. Donc il y a un sujet, et quand on regarde le recyclage, si on regarde ne serait-ce que la consommation d'énergie, qui est un facteur évidemment fondamental de différenciation entre la production d'un kilo d'acier, par exemple, issu du recyclage, ou la production d'un kilo d'acier issu de la mine, ben là, vous voyez toujours, d'après les mêmes travaux de ce panel d'experts, les économies d'énergie dues au recyclage par comparaison avec la production du métal primaire, celui qui vient de la mine. Et vous voyez que dans les plus modestes, on est quand même dans des ratios de 2 à 3 fois moins énergivores pour faire la même quantité de métal. Et pour les cas les plus extrêmes, on dépasse 10 fois moins d'énergie consommée pour faire la même quantité de métal, sachant que, si j'en crois ce qui vient d'être dit, avec l'appauvrissement des gisements pour les prochaines décennies, l'écart devrait encore s'accroître, parce que recycler de l'aluminium ou du plomb ne sera pas plus compliqué dans 50 ans qu'aujourd'hui, alors que les gisements, eux, ils seront plus pauvres, donc ils consommeront plus d'énergie. Donc on va avoir un ratio qui va encore croître, vraisemblablement, dans l'avenir. Donc tout ça me permet de dire que oui, clairement, la question de la vitesse à laquelle on consomme les gisements est un sujet. Pour les gisements d'abord, il y a une étude du ministère, qui a été faite pour le ministère allemand de l'Environnement il y a quelques années sur justement les ressources, les perspectives pour la production d'acier liées à l'épuisement des ressources, et qui conclut en disant qu'au-delà de 2100, on devrait effectivement avoir une pénurie d'acier, et qui a une phrase du genre que rencontrer une pénurie d'acier nous fera considérer les actuels problèmes planétaires comme de petits problèmes. Donc, suivez mon regard. Donc, c'est dire qu'effectivement, je pense qu'on est sur un sujet. Alors, comme tu le disais, Hugues, le deuxième point qui est fondamental, donc on a un sujet et pas de chance. On a vu que c'est le recyclage qui peut nous aider, puisqu'il est énormément moins générateur d'impact que la production de matières premières non renouvelables vierges, directement depuis des gisements, sauf que la croissance des consommations neutralise complètement le bénéfice du recyclage. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur ces courbes, parce que, voilà, mais en gros, l'idée, elle est très simple, c'est que si on recycle, par exemple, les 2 tiers de nos déchets, et qu'on a une consommation de matières premières qui croît, je crois sur cet exemple, de 2% par an, eh bien, si on recycle les 2 tiers de nos déchets, on va se dire qu'en gros, on va aller chercher seulement 1 tiers de nos matières premières, par exemple, ici dans cette... Oui, c'est ça, 1 tiers de nos matières premières dans les ressources naturelles. Donc ça, c'est assez formidable. Sauf que le tiers en question, si les consommations totales augmentent de 2% par an, par exemple, bah, le tiers des 2% par an croît aussi à raison de 2% par an. Et puis, un jour, ici, au bout de 20 ans, la courbe pointillée, c'est-à-dire le prélèvement dans les ressources naturelles nécessaires à nos consommations, atteint la valeur 100, qui était la consommation totale de la première année. Et du coup, ensuite, bah, c'est aussi une courbe à 2% par an, qui est identique à la courbe en très plein, mais décalée une fois pour toutes de 20 ans, dans cet exemple. La courbe en très plein, donc, c'est les consommations totales. C'est aussi ce qu'on prélèverait dans les ressources naturelles si on ne recyclait pas du tout. La courbe en pointillé, c'est ce qu'on se contente de prélever si on recycle. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'à cause de cette croissance exponentielle, dont on a vu au tout début, dans les cas emblématiques de l'acier et du cuivre, qu'elle est assez représentative de l'évolution du tout le siècle qui vient de s'écouler, à cause de cette croissance exponentielle, on voit qu'en divisant par 3 nos consommations, on ne multiplie pas par 3 la durée des gisements, on va retarder de quelques années. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental et que l'évolution technologique ne changera pas. On est sur des questions de baignoire qui se vident et qui se remplissent en même temps. C'est très physique et c'est à peu près incontournable. Et du coup, quand on calcule le nombre d'années dont on arrive à décaler ces 2 courbes, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que je puiserais dans les ressources naturelles sans rien recycler au cours du temps, et qu'est-ce que j'y puise en recyclant à un certain taux d'efficacité de recyclage de mes déchets, quand on regarde combien de temps on gagne, une fois pour toutes, je le rappelle, eh bien, la courbe est assez impressionnante, en fait, puisque là, vous voyez en bas, l'abscisse, c'est le taux de croissance annuel de la consommation de matières premières totale.
J'ai représenté un trait pointillé qui remonte à 3,5%, qui est l'évolution tendancielle du cuivre et de l'acier au XXe siècle. À gauche, verticalement, on a le nombre d'années dont on retarde l'épuisement des gisements grâce au recyclage. Et puis, on a 4 courbes qui correspondent à un taux d'efficacité du recyclage différent. Donc, 30% de nos déchets sont recyclés dans la première, 50% de nos déchets sont recyclés dans la deuxième. Alors, à chaque fois, il s'agit des déchets du métal en question, évidemment. 70-90% des déchets de ce métal sont recyclés. À 3,5%, vous voyez qu'avec 70%, par exemple, de recyclage, qui est à peu près le recyclage de l'acier au XXe siècle, ce qui est considérable à l'échelle mondiale, on a gagné 8 ans, en fait. C'est-à-dire que si on s'était comportés tous mondialement comme des gros cochons pendant tout le XXe siècle et qu'on avait jeté toutes les carcasses de voitures dans la nature, dans des décharges, etc., tous les objets en métal, si quand on détruisait des charpentes métalliques d'un bâtiment, pareil, on les enfouissait et on cherchait absolument à rien recycler, la consommation cumulée des ressources en minerais de fer qu'on a obtenues en 2008 en recyclant, j'essaie de ne pas me tromper de sens, on l'aurait eu dès 2000 en ne recyclant pas du tout, 8 ans plus tôt. Et si on continue au même rythme, l'épuisement relatif des gisements, enfin le prélèvement sur les gisements en 2058, qu'on aura en 2058, ça serait le même que si on arrêtait tout, là, on cesse de recycler le fer partout dans le monde, 2050, en fait, 8 ans d'écart. Et si on passe à 90%, au lieu de 70, donc on développe le recyclage comme des fous sur les déchets existants avec les consommations, le rythme de consommation existant, sans rien changer à l'amont, on va gagner 2 ans. Donc autrement dit, en gros, ça ne sert à rien. Alors, ça sert d'autant moins, et je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais je vais le dire en un mot, ça sert d'autant moins que le temps de séjour du matériau dans l'économie dure plus longtemps. Parce que, en fait, nos déchets d'aujourd'hui, les objets dont on se dessaisit, c'est des objets qu'on a consommés. Alors, si c'est, je sais pas, une barquette en plastique dans un fast-food, ça n'existe plus normalement, mais c'était il y a quelques jours. Mais si c'est une voiture, c'était peut-être il y a 20 ans, elle a pu passer entre plusieurs mains, etc. Si c'est la charpente d'un bâtiment, c'était peut-être il y a 40 ans, 50 ans. Et en gros, par exemple, pour l'acier, le panel d'experts du PNUE estime, je crois, à 32 ans. Alors, c'est un chiffre, évidemment, qui est une construction complexe, hein, mais mettons, le temps de séjour de l'acier, il va de soi que pour du plomb qui sert essentiellement à faire des batteries, bah, c'est beaucoup plus court, ça va être moins de 10 ans probablement, ou de cet ordre de grandeur. Et pour du lithium, c'est pareil, ça va être beaucoup plus court. En fait, comme nos déchets d'aujourd'hui, ce sont nos consommations d'il y a en moyenne, par exemple, 32 ans, si on retient l'hypothèse que j'évoquais il y a un instant pour l'acier. Comme il y a de la croissance qui est intervenue entre les deux, les quantités qui ont été produites il y a 32 ans étaient beaucoup plus faibles que celles dont on a besoin aujourd'hui pour satisfaire nos besoins. Et du coup, vous voyez que, comme donc dans ce graphique, à droite, vous avez la production d'aujourd'hui, vous avez en gris clair la partie qui vient du déchet, qui est recyclée, et puis en très sombre, 55, là, la partie qui vient des mines, qui est la matière première primaire. La partie qui vient du déchet, elle vient des déchets qu'on a rejetés avec un certain taux d'efficacité de recyclage. On a rejeté un peu plus de déchets qu'on en a recyclés, évidemment. Dans le cas de l'acier, c'est 72%, le chiffre qui est proposé par le même panel d'experts qui sont recyclés, ce qui est encore une fois beaucoup. Ça veut dire qu'il y en a 28 qui sont la partie assurée qui a été perdue. Et donc, cette quantité totale de déchets qui est reconstruite là, de cette façon-là, sur la partie droite du graphique, bah, vous voyez que ça correspond, il y a un certain nombre d'années, à la production de matières neuves, il y a, par exemple, par hypothèse, 32 ans dans mon exemple à l'instant. Et donc, évidemment, bah, plus cette durée est longue, à une croissance des consommations constante, bah, moins on a de déchets disponibles aujourd'hui pour alimenter nos productions neuves avec du recyclage. Et vous voyez dans l'histogramme en pointillé, là, un peu en filigrane, qu'évidemment, si on avait une durée beaucoup plus courte, on aurait plus de déchets disponibles avec la même croissance de consommation, donc on aurait un taux une teneur en recyclé dans les matériaux neufs qui serait plus élevé que le 45% qu'on voit dans l'histogramme de droite. Donc ça, c'est un truc qui est important, c'est que si, en moyenne, on fait durer plus longtemps l'utilisation d'une matière, ce qui est vertueux à plein d'égards, mais ça a un effet pervers, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à rythme de croissance des consommations équivalent,
c'est qu'on va aller chercher, paradoxalement, encore plus de matière vierge dans la nature que si on avait gardé moins longtemps les mêmes objets. Ça, c'est pour identifier le fait qu'on a un gros problème, encore une fois, qui est que ce qu'on fait en matière de recyclage, aujourd'hui, à l'échelle globale, je vais le dire rudement, mais ne sert à rien, en gros, quoi. En tout cas, on recycle tous, je pense aujourd'hui, avec sincérité, des tas de trucs pour économiser des ressources. En fait, on gagne 8 ans, et le lendemain, en fait, Pénélope a décousu ce qu'elle a fait la veille, quoi. Donc, voilà, c'est assez frustrant. Le deuxième point qui est très frappant dans les analyses que j'ai pu mener, c'est cette idée reçue qu'on a tous et que j'avais en attaquant tout ça, qui est qu'on est plutôt une société du jetable, on est plutôt une économie linéaire. Si je ne me trompe, la loi sur la transition énergétique, ou je ne sais plus laquelle des lois récentes, a dans son introduction, effectivement, la description du fait qu'il faut passer d'une société linéaire à une société circulaire, à une économie linéaire à une économie circulaire. Vous allez voir, en fait, on n'est pas une économie du jetable, on est une économie de l'accumulation. Et ça change plein de choses pour le problème qui nous intéresse là. Donc une économie linéaire, ça serait ce que j'ai représenté ici. On extrait en bas à gauche des gisements miniers, en gros la majeure partie de nos consommations, qui vont dans le petit rectangle blanc en haut, là, arrondi, qui est en gros le moment où on va les consommer. Une petite partie s'ajoute à ce qu'on possède déjà, quantitativement, et puis le gros repart un jour, voilà, quand dans la période où on a consommé 100 unités d'une matière, on en a jeté à peu près 100 autres unités qui venaient de vieux produits, et qui vont être gaspillés définitivement, sauf une petite partie, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas une pure société linéaire, une économie linéaire, puisque tous, individuellement, on a une poubelle jaune, on met des trucs dedans, donc on sait bien qu'on n'est pas strictement une économie linéaire. Mais on va dire que ça serait ça, une économie linéaire, c'est-à-dire une société qui, en gros, quand elle consomme 100 de matière neuve, je rejette à peu près 100 et perd définitivement 100, puisqu'on dit que le destin de nos consommations, c'est d'aller du berceau à la tombe, c'est-à-dire on puise dans la nature et on rejette dans la nature. Alors, je vais vous donner les chiffres en ce qui concerne le fer. J'aime beaucoup le fer, parce qu'encore une fois, celui-là a quasiment 2 milliards de tonnes consommées chaque année. Il mérite le respect quand même. Donc, quand on regarde ce cycle-là sur le fer, en partant de l'idée qu'on a consommé 100 unités dans une période, 100 unités de fer et d'acier. Ces 100 unités, leur destin, c'est pour 60 de s'ajouter en fait au stock de ce qu'on utilise déjà aujourd'hui. 40 remplacent des déchets qui sont repartis au même moment. Dans la même période, on a jeté seulement 40 unités de fer dans les déchets. Enfin, quand je dis fer, acier. Et sur les 40 qui sont partis dans les déchets, il y en a 29 qui ont été recyclés dans nos consommations, dans les 100 qu'on a consommés. Et il y en a 11 qui sont définitivement perdus. S'il y en a 29 qui ont alimenté par le recyclage nos 100 unités consommées sur la période, il y en a forcément 71 qui sont venus des gisements. Et du coup, on voit que d'abord la physionomie n'est pas du tout la même que celle du graphique de gauche. Et finalement, on voit qu'on est bien une société assez majoritairement linéaire, mais pas du tout en direction des déchets, en fait. En direction, en fait, du capital de matière qu'on utilise et qui ne cesse de s'accroître. Quand on consomme 1 milliard de tonnes dans une année, alors en l'occurrence, je crois l'année dernière, 1,8 ou 9 milliards de tonnes de fer, d'acier à l'échelle planétaire, vous voyez les chiffres. Donc je vais prendre 1 milliard, parce que c'est plus facile de faire les ratios avec 1 milliard, ça ressemble à des pourcents. Ça veut dire que pour 1 milliard, on ajoute chaque année 600 millions de tonnes supplémentaires de biens à la surface du sol, qui sont des voitures plus grosses, mais aussi des rails, des hôpitaux. Enfin, il y a des tas de trucs utiles qui sont faits avec ce fer. Hein. Ce n'est pas que des choses haïssables, mais le fait est qu'on en ajoute toujours plus, en fait, à la surface du sol. Et puis, sur l'autre partie de tout ceci, finalement, on est plutôt pas mal circulaire. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout une économie linéaire du berceau à la tombe, c'est-à-dire les 71 qu'on a puisés, il n'y en a que dans les gisements. Dans la même période, il n'y en a que 11 qui retournent effectivement dans les déchets ultimes. Et ça, du coup, ça donne un truc qui doit complètement changer notre regard sur, y compris les législations et les politiques publiques, parce que c'est parce qu'on pense intuitivement, tout en sachant que mon dessin de gauche est un peu caricatural, j'en conviens, mais qu'on pense plutôt qu'on est dans le dessin de gauche,
que du coup, on se dit qu'il faut qu'on travaille absolument sur les déchets, parce que si on arrive à étrangler le bout du robinet, là, le bout du tuyau au niveau des déchets, bah forcément, on va réduire ce qui se passe à gauche. Peut-être, par exemple, si on réduit les déchets, on va peut-être réduire les consommations. Mais en fait, quand on regarde la réalité qui est le schéma de droite, bah on voit que c'est pas là que se jouent les choses, quoi. Et que du coup, en croyant qu'on est une économie linéaire du berceau à la tombe, on focalise sur des politiques relatives aux déchets, toute l'attention sur cette question de l'économie circulaire des matières, alors que c'est pas là que ça se joue du tout, quoi. C'est complètement à gauche, c'est du côté des consommations. Alors, je vais conclure maintenant, j'espère que je n'ai pas été trop long, en se disant, bah, ok, c'est quoi, qu'est-ce qui ferait que le recyclage commencerait à servir à quelque chose du point de vue de nos ressources, du point de vue des enjeux globaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait que le recyclage commencerait à retarder significativement la consommation relative des gisements. Alors, j'emploie parfois le mot l'épuisement des ressources, mais au sens d'un épuisement relatif. J'ai dit tout à l'heure, voilà, du fer, il y en aura encore après la ressource, hein, simplement, il ne sera pas du tout exploitable dans les mêmes conditions. Et je pense que personne n'a envie d'explorer rapidement la façon dont ça se passera à ce moment-là. On pourra y revenir dans les échanges ensuite. Et donc, ce que j'ai proposé, en fait, dans mes articles antérieurs et puis dans ce livre, c'est de dire, bah, déjà, fixons-nous comme objectif de retarder, grâce au recyclage, de 100 ans, l'épuisement des gisements par rapport à pas de recyclage du tout. Voilà. Je pars du point de vue que si on a des politiques et si on entre dans une économie qui est capable de retarder, grâce au recyclage, de 100 années l'épuisement des gisements par rapport à ce qui se passera au rythme actuel sans recyclage, c'est qu'on commence à avoir une maîtrise, en fait, de notre impact par rapport à aujourd'hui, où vous voyez qu'on n'en a pas du tout, puisque en faisant des efforts de recyclage qui nous paraissent déjà tout à fait significatifs, parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y a vraiment une bonne trentaine d'années qu'au niveau européen, aux États-Unis, etc., on a basculé dans la conviction qu'il fallait recycler, dans les années 90. Eh bien, en faisant tout ça, on gagne 8 ans dans le cas du fer et on gagne des durées qui ressemblent à ça, moins de 20 ans en tout cas sur tous les métaux principaux, sans parler des minéraux qui servent évidemment au bâtiment et sans parler des plastiques et du pétrole. Je rappelle juste que le plastique, c'est moins de 10% des usages du pétrole, ce qui fait que même si on recycle 100% du plastique, c'est l'épaisseur du trait pour la ressource en pétrole, puisque ça ne revient à ne recycler que 10% de nos consommations de la ressource en pétrole. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas recycler le plastique, il faut le faire pour d'autres raisons, qui sont notamment l'impact climatique, parce que le plastique issu du recyclage, il est beaucoup moins impactant en gaz à effet de serre que le plastique issu directement de la matière vierge. 3 conditions, en fait, pour passer de la situation actuelle, qui est totalement non soutenable, à quelque chose qui serait soutenable au sens que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qui retarderait de 100 ans l'épuisement des ressources. Alors, au passage, bien sûr qu'il y aura une autre politique après, parce que 100 ans, c'est pas suffisant. Mais vous allez voir que si on est capable de rentrer là-dedans, ça veut dire qu'on est capable de commencer à entrer en maîtrise, en quelque sorte, des impacts de notre société sur son environnement et surtout sur notre environnement, sur l'environnement économique qui est nôtre, parce que ce dont je parle là, ce ne sont pas des petits oiseaux et des petites fleurs, hein, sachant que j'y tiens beaucoup aussi, mais là je parle tout simplement des conditions d'accès à des ressources qui sont complètement clés dans l'économie actuelle. C'est pour ça qu'elles croissent à 3% par an pour certaines d'entre elles. Donc à gauche, vous avez quelque chose qui n'est pas du tout soutenable et qui ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. On a plusieurs choses, on a 3 points. On a une croissance qui est trop rapide, ce qui fait qu'à chaque tour de cycle, on l'a vu tout à l'heure avec le graphique sur le temps de séjour, à chaque tour de cycle, en fait, on a besoin de rajouter énormément de matière vierge parce que les déchets recyclés issus de nos consommations d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans selon les matériaux, ben évidemment, ils ne sont pas suffisants du fait de la croissance. Si on croît trop, de toute façon, même en recyclant 100% des déchets, on aura besoin d'aller chercher la majeure partie de nos consommations dans les gisements naturels. Donc, premier point à gauche, croissance trop rapide. Le deuxième point, c'est qu'on accumule trop de stocks, c'est-à-dire on ajoute toujours trop à nos stocks, et du coup, on rejette dans le même temps trop peu pour satisfaire par le recyclage nos consommations d'aujourd'hui. Si on veut satisfaire par le recyclage nos consommations d'aujourd'hui, il faut jeter à peu près autant de déchets qu'on consomme. Alors ça, c'est pas bien de le dire comme ça. Alors je vais inverser mon propos. Il faut ne consommer de déchets que dans une proportion à peine supérieure, excusez-moi, il ne faut consommer de matières premières, je finis par m'emmêler moi-même, il ne faut consommer de matières premières que dans une proportion à peine supérieure à 1 aux déchets qu'on a rejetés au même moment. Il n'y a que comme ça, évidemment, qu'on peut consommer principalement nos déchets et du coup faire appel de façon minoritaire à une ressource naturelle.
Donc, dans mon schéma de gauche, trop d'addition au stock, pas assez de rejet de déchets par rapport, pas dans l'absolu, mais par rapport à nos consommations. Et puis évidemment, un taux de recyclage ici qui est caricatural et qui est évidemment beaucoup trop faible également, ce qui fait qu'à la fin, les matières recyclées sont dérisoires par rapport à nos consommations du moment. Et donc, l'essentiel vient de la mine, forcément, et d'une façon, encore une fois, qui est à peu près incontournable dans ce contexte-là. Et donc, les trois conditions, elles sont simples. Et est-ce que calcul, et c'est ça qui est évidemment développé dans le livre, c'est qu'on voit qu'en gros, si on dépasse 1% par an, on l'a vu tout à l'heure sur l'un des graphiques de croissance des consommations, en fait, on n'atteint jamais les 100 ans de retard, de décalage de l'épuisement des ressources. Donc, la croissance doit être inférieure à 1% par an. Et là, je parle bien de la croissance des consommations matérielles. Ça n'empêche pas de développer de l'immatériel et sous d'autres formes. Il faut que l'addition au stock soit inférieure à peu près à 20% de nos consommations. Aujourd'hui, vous l'avez vu, dans le cas de l'acier, on est à 60%. Donc là, il y a quand même une certaine révolution. Donc, on ne parle pas de décroissance, hein. On est encore en croissance, mais avec une croissance qui doit être orientée complètement différemment. C'est un plaidoyer pour l'obsolescence programmée, ce que tu fais. En fait, on voit que l'obsolescence... oui et non, mais en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, et clairement, en fait, il faut pas qu'il y ait de malentendus sur mon point. Je ne suis pas en train de plaider pour qu'on jette vite les choses. Mon point, il faut vraiment l'entendre dans l'autre sens. C'est qu'il ne faudrait consommer qu'en proportion de ce qu'on jette. C'est pas du tout... de même que ce n'est pas en réduisant les quantités de déchets qu'on va résoudre le problème de l'autre côté, ce n'est pas non plus en augmentant les déchets qu'on va le résoudre. C'est bien en pilotant ce qui se passe sur la gauche de la boucle, en fait. Et donc, voilà, dans la version soutenable, et les trois conditions sont incontournables. S'il y en a une qui manque, les deux autres, poum, sont anéanties. En fait, addition au stock inférieure à 20% et recyclage supérieur à 70 ou 80% des déchets, quoi. Voilà, donc il faut recycler la très grande majorité de nos déchets. Il ne faut pas trop ajouter au stock qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, quand il y a une loi qui s'appelle zéro artificialisation nette des sols, elle est dans on ne parle pas directement de matières premières non renouvelables, mais elle est dans cet esprit-là. C'est de dire, OK, de même qu'on dit construisons sur les espaces déjà urbanisés, eh bien, là, c'est ça, en fait, la société circulaire. C'est une société dans laquelle on va consommer des choses qu'on rejette de ce qu'on avait consommé il y a 20 ans, mais pas beaucoup plus, parce qu'autrement, forcément, on va continuer de puiser dans le capital. Et du coup, aujourd'hui, je viens de le dire, je ne m'y attarde pas énormément, mais chercher à réduire le flux qui est ici le flux des déchets et qui est la ressource de l'économie circulaire, c'est évidemment contre-productif si on le fait de façon, encore une fois, en pensant que c'est ça qui va être le moteur de l'évolution pertinente, vertueuse. Travailler sur le flux de déchets qui, de toute façon, est insuffisant, c'est pas ça qui nous fera passer au diagramme de droite, on le voit bien. Et donc, en fait, le levier qui est exposé effectivement dans la deuxième partie de mon livre, et qui est avec, en tout cas, ce qui est posé sur la table, on va dire, des mesures possibles, le seul qui permet de passer au diagramme de droite. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est unique. En fait, avec un seul levier, on entraîne tout le reste. Eh bien, il consiste à travailler sur les consommations et sur les productions de biens neufs et de matières premières, en disant que maintenant, il faudrait imposer une teneur minimale en matière issue du recyclage dans tous les biens neufs, les équipements neufs, etc., composés notamment de matières premières non renouvelables. Et en gros, ce que je montre, c'est que le seuil, tout ça peut être évidemment analysé, affiné, matériau par matériau, mais en gros, on voit qu'on arrive sur les principaux métaux en particulier, aux alentours de 80% de matières issues du recyclage dans tous les biens neufs. Et ce qui est important, c'est que, de même que je disais tout à l'heure, si on n'a pas les trois conditions de la partie gauche de la slide là, qui sont réunies, mais qu'on est à 80% de recyclage, 20% d'accumulation, mais 2% de croissance, on va gagner à peine quelques années contre l'épuisement des ressources. De même là, si on dit « ouais, mais 80% c'est beaucoup », on va dire 60. Ça ne sert à rien en fait. En gros, il faut aller jusqu'à 80 et c'est beaucoup trop, ça serait beaucoup trop long de l'expliquer ici. Mais en fait, il faut contraindre le système. Et pour contraindre le système, ça se joue aux alentours de cette grandeur-là. Et puis, du coup, ça veut dire évidemment qu'on voit que, alors qu'on a focalisé depuis 30 ans les réglementations, les politiques publiques, énormément sur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des politiques publiques sur la production, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en matière d'économie circulaire, on s'est efforcé de boucler la boucle en travaillant sur la partie droite de mon graphique. Eh bien, il faut déplacer toutes ces réglementations vers les produits, vers ce type de critères. Et en fait, en faisant ça, on va entraîner probablement tout le reste.
Et pour conclure sur la faisabilité de tout ça, et ça sera la fin de cette partie de notre réunion, je voudrais juste dire, en fait, on a constaté sur un petit exemple type le phénomène que je viens d'évoquer sur le PET, qui est le plastique qui compose les bouteilles transparentes de soda et d'eau minérale. Parce qu'en fait, compte tenu de l'image très dégradée ces dernières années du plastique dans l'esprit de tout le monde, des consommateurs, des législateurs, etc., l'industrie a souhaité évidemment agir et trouver des moyens de verdir. Je le dis avec respect, en fait, parce qu'en l'occurrence, c'est une très bonne mesure qui a été choisie, en l'occurrence. Et beaucoup de grands producteurs d'eau minérale ou de soda ont choisi d'avoir des bouteilles en PET qui désormais viennent jusqu'à, je pense, 100% pour certains, en tout cas majoritairement, de PET issus du recyclage. Et du coup, ça a créé, notamment, par exemple, à partir de 2019, un effet d'aspiration sur le marché des bouteilles recyclées en Europe, en particulier, parce que, du coup, il s'est passé ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bouteilles issues du recyclage pour satisfaire les besoins de la demande de produits en PET, de produits en PET. Et du coup, alors que moi, à une époque, en Allemagne, pour Veolia, je m'occupais notamment pendant 1 ou 2 ans de nos activités de recyclage du PET, justement, sur l'Allemagne, qui étaient assez importantes. Et à l'époque, on peinait à faire parvenir du PET bottle to bottle, c'est-à-dire dans des qualités alimentaires sur un marché qui, en fait, reposait d'abord sur la résine vierge et dans laquelle les résines de recyclage étaient une variable d'ajustement. Et en fait, on a observé, en particulier en 2019, une inversion de l'écart de prix, et tout d'un coup, le RPET, le Recycled PET, par opposition au Virgin PET, en fait, s'est mis à valoir beaucoup plus cher que le PET recyclé, PET vierge, alors que c'était l'inverse qui prévalait depuis toujours, et que des politiques visant à pousser le déchet vers le marché, finalement, n'avaient pas réussi à opérer cette véritable transformation, et là, parce que, en fait, les grands donneurs d'ordre ont décidé, eux, de faire ce que je propose d'imposer à grande échelle sur des matériaux beaucoup plus importants pour la société, qui sont les métaux en particulier, parce que les quantités dont on parle et les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien, ils ont fait ça, et hop, ça tire en fait toute l'industrie du recyclage si ça devait se pérenniser dans les prochaines années. Et puis, en termes de faisabilité, je disais tout à l'heure qu'effectivement, je dirige un projet qui est un grand projet singulier à Monaco, c'est une usine qui va être construite verticalement, ce qui est tout à fait inhabituel dans ce genre de métier, mais compte tenu de l'espace de Monaco et compte tenu de la valeur du foncier à Monaco. Du coup, il va y avoir beaucoup de métal, comme dans toutes les usines, et comme dans toutes les usines de ce type, mais là encore plus. Donc, on évalue qu'il y aura probablement 2000 tonnes d'acier. Et là, on a signé début février le contrat d'achat de toute la partie process énergétique, avec toutes les charpentes qui, sur 70 mètres de haut, vont supporter tout ce process, donc qui est une masse d'acier considérable, une grande partie des 2000 tonnes qui sont évoquées ici. Et en fait, dans le contrat qu'on a conclu, parce que je ne pouvais pas sortir un livre qui disait qu'il faut inclure 80% de matière issue du recyclage et ne pas le faire, on a mis en œuvre en fait ce qui est écrit ici, et on a pu signer effectivement une commande dans laquelle le constructeur s'engage à ce que le métal des charpentes et des gaines, donc la grosse masse, la plus grande masse de l'acier, on n'a pas demandé à le faire sur les parties les plus techniques, parce que ça nous aurait demandé plus d'études, on n'avait pas encore, on est un peu précurseur, on n'avait pas le temps de le faire, mais sur les grosses masses, on va avoir cette garantie contractuelle, avec pénalité à la clé, de 80% minimum de matière de recyclage dans le bâtiment. Et dans le concours d'architecture qui est en cours en ce moment pour la partie enveloppe, la partie bâtiment, on demande également que les charpentes et tous les constituants non spécialisés, en quelque sorte, soient constitués, quand c'est de l'acier en tout cas, parce que là c'est facile à faire tout de suite, de 80% minimum de matière issue du recyclage. Donc c'est faisable. Et en plus, dans le cas de l'acier en tout cas, ça ne coûte pas plus cher, parce que l'acier issu du recyclage ne coûte pas plus cher que l'acier issu des hauts fourneaux. Donc, ça peut démarrer tout de suite, ce qui ne veut pas dire qu'à l'échelle de toute la société, ça se fasse malgré tout d'un claquement de doigts. Merci François.